Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 avril 2020 pour le 185e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur la situation militaire, mais aussi le coronavirus et l'évolution de la situation politique en Ukraine. Du point de vue militaire, du 4 au 10 avril 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 99 reprises, donc on est à moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré quand même 60 obus d'artillerie de 122 mm et 346 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là on est aussi à moins que la semaine passée, pour un total de 870 munitions, donc on est à presque la moitié de la semaine dernière. Il faut y rajouter les 34 violations et 504 munitions, dont 50 obus d'artillerie de 122 mm et 90 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés par les forces armées ukrainiennes contre les RPD durant les dernières 24 heures. Les tirs de cette semaine à RPD, alors le bilan humain il est vraiment pas bon, puisque en plus des tirs ils ont utilisé un drone, je vais y revenir. Ils ont résultat tué une civile, blessé 6 soldats et un civil, plus un autre civil qui a été blessé durant les dernières 24 heures. 15 habitations ont été endommagées en RPD, plus 4 durant les dernières 24 heures, ainsi que plusieurs pièces d'infrastructure, transformateurs, lignes électriques, gazoducs. Une voiture d'employé de la station de pompage de Vassilievka a aussi été prise pour cible par un sniper ukrainien. Côté ukrainien, cette semaine, ils ont eu 34 pertes hors combat, dont 12 cas d'automutilation. Ces pertes ont augmenté en raison de la propagation de maladies infectieuses, dont je pense le coronavirus, mais je vais y revenir ça aussi. Au niveau pièces d'armement lourd, eh bien, les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine 105 pièces d'armes lourdes près de la ligne de front côté ukrainien, en violation, je rappelle, des accords de Minsk. À savoir dans le détail, 5 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 2 canons anti-char Rapira de 100 mm, 2 mortiers de 120 mm Sani, 2 mortiers de 82 mm, 3 systèmes de défense antiaérien Ossa, 4 systèmes de défense antiaérien Strela 10, un système de défense antiaérien Buk, un système de défense antiaérien Zushka 23 et un système de défense antiaérien Shilka. Donc je sais pas pourquoi ils déploient tous ces systèmes de défense antiaérien, je rappelle. Nous n'avons toujours pas d'aviation militaire. Mais bon, pas grave. Ont été aussi détectés 8 véhicules de transport de troupes blindés BTR, 27 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 3 automitrailleuses BRDM, 12 véhicules de transport de troupes MTLB et 17 véhicules de combat ou de reconnaissance blindés. Et on a terminé avec les chars d'assaut, 17 chars T-64. Tout va bien. Tout va bien, et donc comme je le disais, eh bien, cette semaine, le 9 avril 2020, à 15h50, un drone des forces armées ukrainiennes a largué des grenades sur la zone résidentielle de Shirokaya Balka en RPD. Je rappelle que c'est des méthodes de terroristes, hein, c'est les méthodes qu'utilisent les terroristes en Syrie. Et bien là, ça a fait 2 victimes, puisque ces grenades sont tombées sur la maison qui se trouve au 166 de la rue Plotinaya de Shirokaya Balka. C'est un petit village qui est au sud de Gorlovka sur la ligne de front. Et en fait, les 2 grenades Vogue qu'il portait et qu'il a lâchées sur la maison ont tué une jeune femme de 25 ans, Miroslava. Voilà, elle a été grièvement blessée, elle est décédée sur la route alors qu'elle était emmenée à l'hôpital. Je vais vous montrer des petites photos de Miroslava. Petite info aussi, Miroslava n'avait même pas le passeport de la DNR. Elle n'avait que son passeport ukrainien, je vais vous le montrer aussi comme preuve. Ce qui montre bien que l'armée ukrainienne tue bien ses concitoyens. Voilà, c'est bien une guerre civile. Voilà, ils ne tuent pas des Russes. Voilà, c'était une Ukrainienne. A été blessé en fait un des membres de la famille de Miroslava, Mikhail, 59 ans, qui a reçu des blessures par éclat au cou, à la poitrine, à l'oreille et une plaie pénétrante au poumon. Il a été opéré à l'hôpital de Gorlovka. Les médecins ont évalué son état comme étant quand même grave, stable, mais grave. Donc en fait, Miroslava était venue chez ce membre de sa famille pour l'aider à réparer le toit de sa maison. Voilà. Et donc, c'est quand même hallucinant. Enfin,
on continue d'avoir des victimes civiles, alors qu'on est censé avoir une trêve, on est censé avoir les accords de Minsk. C'est quand même... et puis en plus des drones, ils voient en plus sur quoi ils larguent. Ils voient qu'ils larguent sur une maison civile. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse. Je veux dire, c'est un crime de guerre. Qui a d'ailleurs été dénoncé par le chef de l'RPD, Denis Pouchiline, qui a appelé la communauté internationale à faire pression sur l'Ukraine pour que cesse le jeu de massacre de l'armée ukrainienne contre les civils, faute de quoi la République se réserve le droit d'y répondre de manière extrêmement dure. Comme je le disais, c'est pas la première fois que l'armée ukrainienne utilise ce genre de méthode, les drones pour larguer soit des grenades, soit d'autres munitions ou des engins explosifs maison. C'est une méthode qu'ils partagent avec les terroristes islamistes de Syrie. Je rappelle, en 2018, j'avais été sur position à Saranka où une de ces grenades Vogue n'avait pas explosé. Elle avait été larguée par un drone, elle n'avait pas explosé. Mais c'est une méthode courante. C'est du terrorisme d'État. L'Ukraine est un État terroriste. En tout cas, ces victimes du 9 avril se sont rajoutées aux 2 civils morts et 13 blessés par les tirs de l'armée ukrainienne en RPD depuis le début de l'année 2020. Les 3 civils qui ont été tués par l'armée ukrainienne cette année, donc tous été en à peine un mois, donc en à peine 30 jours, on a 3 morts. Ça va pas, quoi. Enfin, je veux dire, et ça continue, puisqu'aujourd'hui même l'armée ukrainienne a de nouveau utilisé un drone pour larguer des munitions sur une maison civile à Golmovski, et cette dernière a complètement cramé. Voilà. Et c'est marrant, j'entends ni la France ni l'Allemagne ne condamner Kiev pour ce genre de méthode. C'est bien. Si on regarde la situation politique accord de Minsk, eh bien, toutes ces violations du cessez-le-feu, de la Convention de Genève, etc., ont eu lieu sur fond d'échec total des négociations des groupes de contact qui se sont réunis au format vidéoconférence du 6 au 8 avril 2020. Malgré 3 jours de négociations, il n'y a eu aucun accord sur la localisation des 3 nouvelles zones pilotes de retrait des troupes et des équipements qui, je le rappelle, le retrait dans ces 3 zones pilotes aurait dû être fini le mois dernier. Voilà, j'ai dit ça comme ça. La ministre des Affaires étrangères de l'RPD, Natalia Nikonorova, a expliqué que l'RPD a soumis 5 propositions qui tenaient compte des exigences de la décision cadre concernant le désengagement des troupes. 4 des propositions de la RPD et de la RPL n'ont soulevé aucune objection de la part de l'Ukraine. Mais malgré ça, les représentants ukrainiens ont proposé de repousser l'approbation des sites de retrait et d'organiser une nouvelle réunion du groupe de contact chargé des questions de sécurité le 10 avril, tout en refusant de donner à l'avance leur position sur la question des sites pilotes. Bon, comme l'a dit la ministre, vu que manifestement ça allait être inutile, ça n'a pas été soutenu par les autres participants. Parce que bon, ça va bien de faire perdre du temps à tout le monde. C'est pas parce qu'ils se font chier en confinement en Ukraine qu'il faut qu'ils fassent perdre leur temps aux autres, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, les représentants de l'RPD ou de la RPL ont autre chose à faire que de perdre leur temps dans des réunions totalement inutiles. Parce que bon, enfin, on commence à avoir l'habitude de cette astuce. L'Ukraine l'utilise sans arrêt pour repousser, s'inédier toute décision constructive. L'autre méthode utilisée, ça a été, comme d'habitude, de parler de tout sauf de ce qui était prévu dans l'agenda. Ils ont ainsi, pendant toute la réunion, passé leur temps, les représentants ukrainiens, de représenter la Russie comme partie prenante du conflit, de l'accuser de ci, de mi, bon... Ils ont fini par être ramenés dans les rails, mais enfin bon, ils ont perdu un temps fou. Les autres points à l'ordre du jour n'ont pas été plus fructueux. Au lieu de compléter et d'améliorer le paquet de mesures additionnelles visant un meilleur respect et un meilleur contrôle du cessez-le-feu, la partie ukrainienne est revenue sur ce qu'elle avait accepté et signé précédemment. Donc le 11 mars, en plus de ce fameux protocole pour la constitution du conseil consultatif, Yermak, le chef de cabinet de Zelensky, avait proposé d'établir une communication téléphonique directe entre les parties en cas de nécessité pour mettre fin immédiatement au tir. Bon, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne mesure. L'RPD et l'RPL avaient soutenu cette initiative, s'étaient déclarés en faveur de cette mesure, et puis là, cette semaine, patatras, hop, surprise, l'Ukraine a corrigé le texte de la déclaration du groupe de contact concernant le respect de la trêve. Ils ont biffé cette mesure, et d'autres, comme celle sur la publication des ordres
demandant le respect du cessez-le-feu, l'interdiction des tirs de sniper, interdiction des actions offensives, de sabotage ou de reconnaissance, etc. C'est sans arrêt, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Le groupe de contact en charge des questions humanitaires a pas été plus utile, hein, parce que bon, la RPD s'est dite prête à rendre 8 personnes à l'Ukraine, et au lieu de travailler là-dessus, les représentants ukrainiens ont préféré pinailler sur la méthode de détermination des listes des personnes à échanger, de convenir d'une date pour mener l'échange. C'est du grand n'importe quoi. Le groupe de contact en charge des questions politiques, alors lui il a été amené complètement dans un cul-de-sac par les représentants ukrainiens, puisqu'il devait discuter les lois, modification de la constitution, bref tous les actes légaux qui doivent permettre la mise en œuvre du volet politique des accords de Minsk. Et là les représentants ukrainiens ont déclaré que le mécanisme de mise en œuvre de cette procédure serait probablement du ressort du conseil consultatif, le même conseil consultatif, je rappelle, que l'Ukraine refuse de mettre en place. Voilà. C'est ce qui s'appelle un serpent qui se mord la queue, hein. Technique habituelle, hein, de la part de l'Ukraine. Les médiateurs du processus de négociation représentés par la Russie avaient aussi proposé un agenda de mise en œuvre de ces lois et modifications de la Constitution, mais la partie ukrainienne a refusé de fournir sa position officielle sur ce point par écrit, donc pas de résultat. Voilà, c'est 3 jours de négociation pour rien du tout. Voilà. C'est ça que valent réellement les belles paroles des officiels ukrainiens et Zelensky en tête, hein, sur leur demande de trêve pour cause de coronavirus, rétablissement de la paix dans le Donbass, l'application des accords de Minsk ou le prochain échange de prisonniers, hein, qui était annoncé fin mars par Yermak. Non, vous le voyez, l'Ukraine ne veut ni la paix, ni même appliquer le cessez-le-feu qu'elle prétend réclamer. Voilà. C'est tout. Et puis pendant que les Occidentaux considèrent, mais si, vous voyez, Zelensky il veut la paix, il dit qu'il veut la paix. Voilà. Pendant que vous fermez les yeux sur tout ça, il y a une gamine de 25 ans qui avait toute la vie devant elle, qui est morte, parce que l'Ukraine continue d'utiliser des méthodes terroristes. Voilà, c'est tout. On va parler maintenant coronavirus. Puisque le virus continue de se propager en Ukraine, et il y a le premier cas au sein de l'armée. Et résultat, le Premier ministre ukrainien a déclaré que le confinement ne pourra pas être allégé ou levé avant le mois de mai. Parce que des rumeurs commencent à circuler sur une levée progressive des mesures strictes de confinement à partir du 14 avril. Résultat, le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, a dû démentir ces informations. Il a dit, l'Ukraine ne peut pas se permettre de rester sur le canapé pendant 2 ou 3 mois, il faudra donc relancer l'économie, c'est une question très importante. Si une dynamique de baisse de la maladie est enregistrée, ce n'est qu'en mai que nous commencerons à parler d'un éventuel assouplissement des mesures de quarantaine. Ce ne sera à coup sûr pas le cas à partir du 14 avril, comme l'ont rapporté certains faux rapports qui ont circulé sur les chaînes d'information du pays. Il a ajouté que le gouvernement va probablement prolonger les mesures de confinement qui pour l'instant sont valables jusqu'au 24 avril, jusqu'à fin du mois. Donc ça il a clairement dit, il dit en mai, sous réserve d'une dynamique positive, nous relancerons l'économie ukrainienne suivant un plan qui sera annoncé par le gouvernement et clairement planifié, et tout le monde saura à quel moment et à quel endroit il pourra recommencer à travailler. Faut dire que pour l'instant la dynamique d'évolution de l'épidémie de coronavirus en Ukraine n'est toujours pas à la baisse malgré le confinement. Ils ont toujours une mortalité officielle de plus de 3%. Et encore, je dis, l'Ukraine, comme d'autres pays occidentaux, par exemple, ne teste que peu de personnes. Donc il y a une sous-estimation très grande du nombre réel de malades et donc potentiellement aussi du nombre de morts liés à la maladie, puisque en France, là par exemple, il y a des articles là, qui commencent à sortir qui expliquent qu'il y a plein de gens qui sont morts à la maison, ou dans les EHPAD, qui n'avaient pas été comptés comme morts du coronavirus, alors que c'est très probablement le cas. Au niveau justement des tests, il y a une info qui a été lâchée par Viktor Liashko, le chef du service sanitaire et épidémiologique ukrainien lors d'une réunion, qui a fait un petit peu tâche, parce que il a annoncé
que chaque jour en Ukraine, il faut environ 1 millier de tests pour le coronavirus. Et il a ajouté ensuite qu'en fait, il n'y a pas besoin d'en faire plus, mais que le pays est prétendument capable d'en faire 30 000 par semaine, et qu'il se prépare à en faire 80 000 par semaine. Sauf que 1000 tests par jour, ça fait 7000 tests par semaine. On n'arrive pas du tout aux 30 000. Donc la raison de la différence entre ces chiffres donc, a été donnée par l'IHCO lui-même, hein, pas besoin, d'accord. Sauf que c'est une connerie, parce que la stratégie du dépistage massif, elle a fait ses preuves en termes d'efficacité couplée à d'autres mesures, hein, entre autres en Corée du Sud, par exemple. Résultat, l'Ukraine peut faire croire qu'elle est encore assez peu touchée par l'épidémie de coronavirus en faussant les statistiques via une politique de test à minima, hein, voilà, comme il faut en France d'ailleurs. Et pour moi, ce bidouillage statistique explique pourquoi l'Ukraine a pris des mesures qui semblaient très radicales au mois de mars face aux peu de cas officiellement déclarés, parce qu'en fait les autorités savaient que les chiffres officiels sont très en dessous de la réalité. Voilà, le problème c'est que ce genre de méthode, ça va pas améliorer la confiance des Ukrainiens dans leur gouvernement, ni dans les mesures qu'il prend pour endiguer l'épidémie, hein, au risque de voir de plus en plus de gens violer le confinement, ou refuser de se plier à la quarantaine, comme ces centaines de touristes ukrainiens revenus du Vietnam fin mars 2020. À leur arrivée à l'aéroport de Kiev, la plupart de ces 238 touristes revenus du Vietnam ont forcé le passage du contrôle sanitaire, refusé d'aller passer 2 semaines à l'hôtel en quarantaine et sont rentrés chez eux par leurs propres moyens. Voilà, même avec appel à la police et la garde nationale pour essayer ça ne servit à rien. Voilà, les gens sont partis, et ils ont été incapables de les en empêcher. Et le problème, c'est que pendant que le gouvernement ukrainien sous-teste sa population et ses soldats et s'avère incapable de faire réellement appliquer les mesures de quarantaine, le coronavirus se répand, non seulement parmi les citoyens ordinaires, mais aussi au sein de l'armée ukrainienne. Résultat, quand j'avais écrit l'article, il y avait déjà 87 soldats ukrainiens mis à l'isolement pour suspicion de coronavirus, 4 soldats officiellement diagnostiqués, dont une femme servant dans une unité d'Ivano-Frankovsk qui en est morte le 6 avril, une semaine après avoir été admise aux soins intensifs. Or, le truc qui est quand même dingue, c'est que pendant tout le temps qui s'est écoulé entre le diagnostic initial de la maladie respiratoire aiguë qui lui a été donné le 20 mars, son hospitalisation le 27, quand son état s'est dégradé, son admission aux soins intensifs le 30 mars et sa mort, cette femme n'a jamais été testée pour savoir si elle avait le coronavirus. Elle l'a été post-mortem. Elle est morte le matin, ils l'ont diagnostiquée le soir. C'est quand même... Enfin, ça veut bien dire qu'il y a certainement bien plus de cas de coronavirus dans l'armée ukrainienne que ce que les chiffres nous disent. D'ailleurs, d'après les informations fournies par la milice populaire de l'RPD, rien que dans la 10e brigade des forces armées ukrainiennes, il y aurait déjà 10 cas de coronavirus, une information qui serait cachée par le commandement pour éviter la panique. Voilà. Bon, d'après les informations fournies là aussi par la milice populaire de la RPD, les points de désinfection prétendument prévus, en fait, c'est juste du décor. C'est juste pour faire croire qu'ils prennent des mesures, mais en fait, ils servent pas. Et les soldats n'ont pas reçu de médicaments pour faire face à l'épidémie. Bon, vu les conditions d'hygiène sur le front, je pense que c'est pas bien dur d'imaginer comment le coronavirus risque de se propager parmi les soldats ukrainiens qui auront rien, ni pour se protéger, ni pour se désinfecter les mains, ni pour se soigner correctement. Voilà, voilà. En RPD, RPL, les chiffres ont continué d'augmenter. RPD, je crois qu'on est à 18 maintenant. 18 personnes infectées par le coronavirus. Bon, tous ces cas, ce sont des cas importés. C'est tous des gens qui sont revenus de l'étranger, qui ont ramené le virus avec eux. Voilà, tous ces gens, leurs proches, ont été mis en quarantaine d'office. Donc là, par exemple, pour RPD, on a presque 15 000 personnes qui sont en quarantaine à la maison. Quarantaine qui est d'ailleurs vérifiée par la police, qui a rendu visite à presque 1100 personnes pour voir si elles étaient bien chez elles, comme l'imposaient les mesures d'autoconfinement. Ils ont découvert 22 violations de quarantaine. Les gens qui ont fait ça vont se prendre une amende assez salée qui va équivaloir à peu près 1 mois de salaire minimum. Ça va faire très mal. Je pense que ça va décourager de recommencer ce genre de conneries. Bon, pour l'instant, les deux républiques ne sont pas passées à un confinement total de la population comme l'Ukraine, optant pour une stratégie de quarantaine ciblée, de port du masque, de mesures d'hygiène, de tests et de traçage des proches des personnes avec qui les personnes infectées ont pu avoir des contacts pour circonscrire au maximum la propagation du coronavirus sans mettre l'économie à genoux. Comme je l'ai expliqué précédemment, les personnes infectées sont traitées selon les mêmes protocoles qu'en Russie. Les médecins des deux républiques populaires travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues russes pour offrir le meilleur niveau de traitement à leurs patients. Pour l'instant, cette stratégie semble être la bonne. Donc on va voir après dans l'évolution
dans le temps, tant dans le Donbass qu'en Ukraine, comment va évoluer la situation. Mais voilà, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, je vais partager avec vous 2 analyses qui sont pas de moi, mais dont j'ai fait la traduction, qui je trouve sont très intéressantes pour expliquer pas mal de choses. Une concernant la fameuse loi sur la vente des terres agricoles, hein, qui je rappelle a été votée par le Parlement ukrainien dans l'espoir de recevoir une autre tranche du FMI. Hein, voilà, donc Zelensky qui s'est allié avec Poroshenko pour faire passer cette horreur. Le petit problème, c'est qu'en fait, la loi n'a pas été très bien accueillie, en fait, par le FMI et la Banque mondiale. La Banque mondiale a déclaré que le gouvernement ukrainien devait réviser sa loi justement sur le marché foncier. Hein, ça a été annoncé par Viktor Medvedchuk, hein, le chef du parti d'opposition. Donc effectivement, la Banque mondiale a publié dans la soirée du 2 avril sur sa page Facebook, donc c'est la Banque mondiale en Ukraine, hein, un post dans ce sens-là, effectivement, disant qu'en gros, il fallait aller plus loin, quoi. Parce qu'en fait, ce qui va pas, c'est qu'ils veulent qu'il y ait plus de superficie de terre qui puisse être achetée par une seule personne. Donc ils veulent réaugmenter la limite qui avait été diminuée pour essayer d'éviter trop de mécontentement. Donc ça, voilà. Ils veulent que les sociétés soient autorisées à acheter des terres, hein, ce qui est soi-disant essentiel pour attirer les investissements dans l'agriculture. En vrai, c'est essentiel surtout pour piller l'Ukraine, mais bon. La Banque mondiale exige également l'adoption de lois pour permettre un libre accès aux données cadastrales, renforcer la gestion des terres, accéléreront la procédure de vente des terres, y compris les terres d'État, ainsi que limiteront le libre transfert des terres. Voilà, donc en gros, si on traduit, la Banque mondiale exige de mettre fin à la délivrance de parcelles de terres gratuites aux citoyens ukrainiens pour l'agriculture subsidiaire personnelle ou pour la construction de logements et de dachas, ce qui est prévu par la loi foncière, et ils exigent en fait l'accès au marché foncier agricole ukrainien par les sociétés internationales qui vont bien sûr tout écraser sur leur passage. Parce que face à Monsanto, le petit paysan ukrainien, il va pas faire le poids. Je veux dire, c'est quand même un peu logique. Maintenant c'est Bayer. Hein. Bon, donc clairement, là, ça va être une destruction totale de l'agriculture ukrainienne. Ils vont priver les paysans ukrainiens de leurs terres. Medvedchuk a déclaré que si Zelensky vend les intérêts nationaux à bas prix, le sort de ce gouvernement avec ses nouveaux visages, entre guillemets, sera très peu enviable. Donc je rappelle que Zelensky a persuadé les députés de voter cette loi contre la promesse d'une tranche de 10 milliards de dollars du FMI et de la Banque mondiale. Et selon Medvedchuk, le FMI partage probablement les exigences de la Banque mondiale. Hein, généralement, ils sont assez raccords. Donc résultat, les 10 milliards, on les voit s'éloigner encore un peu plus, tu vois. Voilà. Donc bon, de ce que pense Medvedchuk, c'est qu'en fait, ils vont jeter un petit nonos au gouvernement pour qu'il tienne plus ou moins à flot, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Mais ils vont juste leur permettre de pouvoir maintenir le nez et la bouche hors de l'eau pour respirer un petit peu. Mais c'est tout, quoi. Les 10 milliards, ils en verront jamais la couleur. Un peu plus tôt, l'analyste politique Kirill Molchanov avait déclaré que la loi foncière telle qu'adoptée par la Rada ne conviendrait certainement pas aux créanciers internationaux parce que le document comporte de sérieuses limitations à la concentration des terres dans une seule main et sur l'admission des étrangers. Ces restrictions sont temporaires, mais il semble que l'Occident n'a pas très envie d'attendre. Voilà, je rappelle que la majorité des Ukrainiens sont pas très enthousiastes vis-à-vis de cette loi. Plus de 60% sont opposés à l'ouverture du marché foncier. Bon, c'est clairement... comme je l'ai dit, ils ont voté ça comme par hasard au moment où tout le monde est confiné chez soi. Donc, pas de protestation. Mais je pense que la cote de Zelensky et de son parti vont se casser la gueule. Et que si jamais ils font des élections anticipées... ça risque de mal se passer pour eux. Et encore, comme disait l'analyse que j'ai traduit, ça sera déjà bien si les autorités sont changées via une élection. C'est-à-dire que là, il y en a qui excluent pas qu'il y ait un autre Maïdan, tu vois.
on a eu un autre analyste politique, ukrainien d'ailleurs, Yuri Romanenko, qui a comparé Zelensky au chef du gouvernement provisoire russe, donc après la révolution de 1917, la première, Kerensky. Il a dit « Il y a encore une tribune, les discours sont encore lus, mais le gouvernement s'effondre déjà, et le bilan va s'alourdir pendant des semaines, des mois au mieux. » La question clé est de savoir s'il y aura des bolcheviks, entre guillemets, et qui apparaîtra en tant que bolcheviks, qui seront engagés donc dans le reformatage complet du système. Bon, il a expliqué, que cet expert, qui ne parle pas littéralement de socialiste, de soviétique, mais qu'il va y avoir une force qui apparaîtra, qui répondra au désordre, au chaos et à l'état schizophrénique dans lequel l'Ukraine se trouve actuellement. Et il a quand même rappelé que dans de telles conditions, c'est certainement pas les forces politiques les plus bienveillantes qui risquent d'arriver au pouvoir dans le pays. Voilà, effectivement, c'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Ils sont complètement schizo. D'ailleurs, la preuve, là, ils ont remercié la Chine. La Chine leur a envoyé de l'aide pour faire face au coronavirus. La Chine qui est un pays communiste. Alors que je rappelle que l'Ukraine a voté une loi mettant le communisme et le nazisme au même niveau. Ils sont pas rancuniers les Chinois quand même. C'est... Ouais. Et puis puisque je parlais du FMI, alors qu'est-ce qui se passe avec le FMI en fait? Eh bien en fait le FMI a l'air d'être engagé dans une guerre avec Kolomoïski. C'est ce qui a l'air de ressortir un peu de ce qu'on voit actuellement. Bon, il semble que le FMI se bat pas tout seul. Bon, ils ont des démocrates américains, avec entre autres George Soros, qui a l'air aussi de vouloir écraser la concurrence locale. C'est aussi tout ce petit groupe qui a essayé de perturber l'inauguration de Trump, qui ont fait une procédure de destitution, enfin ils ont tout essayé. C'est les mêmes qui essayent d'obtenir de nouvelles sanctions, ou le renouvellement des sanctions existantes contre la Russie, la Chine, l'Iran, les alliés proches, etc. Donc, mais tout ce petit monde n'arrive pas, en fait, à atteindre Kolomoïski. Bon, comme dit l'analyste en question, c'est Rostislav Lutchenko, c'est pas parce qu'il est très intelligent, Bon, il est pas stupide, on est bien d'accord, bon. Mais, en fait, il est très intelligent par rapport au standard ukrainien. Le standard ukrainien, pour s'en faire une idée, regardez la marine ukrainienne, l'industrie ukrainienne, la science ukrainienne, le génie ukrainien de la géopolitique aussi, c'est le même acabit. Ça vole pas très haut. Bon, donc voilà. Le petit problème, c'est que, en fait, bon, il s'agit pas de Kolomoïski en tant que tel, mais le FMI là, est confronté à la situation générale dans le monde. Donc là, le projet mondial de l'Occident traverse une crise systémique compliquée par la pandémie de coronavirus qui s'est produite au mauvais moment. Ni les gouvernements occidentaux ni le FMI n'ont assez de ressources pour éteindre la crise en utilisant la méthode traditionnelle, c'est-à-dire inonder de pognon. Parce que là, vous pouvez imprimer autant d'argent que vous voulez, surtout qu'il n'y a même plus besoin d'imprimer, il suffit de foutre un zéro de plus dans un ordinateur. Mais... Si vous faites ça, en fait, ça va aller que dans la spéculation boursière, le secteur réel n'obtiendra pas un bal, et au lieu d'augmenter la demande solvable et la production industrielle, ça va juste aggraver la situation en gonflant à l'extrême une bulle boursière qui est déjà démesurée. Mais bon, c'est ce que j'ai déjà expliqué 20 fois, la croissance infinie, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire augmenter sans arrêt la valeur des actifs, il y a un tôt ou tard, il va falloir que ça chute, et plus la bulle est grosse, et plus elle va éclater fort en détruisant les systèmes financiers et économiques et en sapant la stabilité sociale et politique. Et donc l'Occident en général et le FMI en particulier sont obligés d'admettre que l'économie mondiale est en train de s'enfoncer dans une grande dépression qui sera beaucoup plus grave que la précédente. Et donc les possibilités d'endiguer le scénario négatif ont été épuisées, il ne reste qu'à simuler qu'on fait quelque chose, faire semblant de faire quelque chose, et attendre l'autodestruction. Voilà. Et donc dans ces conditions, le système mondial est extrêmement sensible à la moindre déstabilisation qui pourrait provoquer un effet domino. Or Kolomoïski est capable d'organiser facilement, sans effort, une déstabilisation en Ukraine qui attirerait immédiatement dans le tourbillon la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, les États baltes et très probablement la Biélorussie. Il y a de bonnes chances que la Russie soit obligée aussi de s'impliquer dans le schmilblick, parce que ça risque de foutre un beau bordel dans les relations au sein de l'Union européenne, ainsi qu'entre l'UE et les États-Unis. Et donc,
si, ou plutôt quand la Russie sera obligée de s'impliquer dans le règlement de ce bordel, la crise deviendra mondiale en raison de la nature globale de l'affrontement entre la Russie et les États-Unis, sans parler de l'affaiblissement de l'autorité du FMI, qui est déjà assez loin de sa grandeur passée, hein, et puis par la faute duquel d'ailleurs l'Ukraine risque d'être complètement détruite. Et donc là, actuellement, en fait, Kolomoïski exerce un chantage éhonté sur le FMI et le fonds ne peut rien y faire. Parce qu'il est trop puissant en Ukraine, vous ne pouvez pas le mettre en tôle, il ne quitte pas le territoire ukrainien, il est bien protégé, donc impossible de le kidnapper de manière assez discrète, pas possible de le tuer discrètement non plus. Donc résultat des courses, le FMI se retrouve à devoir utiliser les oligarques et les politiciens ukrainiens pour combattre Kolomoïski. Voilà, ils deviennent les petites mains du FMI. La plupart d'entre eux détestent Kolomoïski, mais ils se détestent aussi les uns les autres. Ils ont peur. Ils auraient volontiers, on va dire, ce serait volontiers fait un casse-croûte avec Kolomoïski, mais ils n'ont pas assez de ressources pour ça. Même le Avakov, hein, le rusé, qui est mortellement menacé par le renforcement incontrôlé de tout groupement oligarchique, aussi bien de Kolomoïski que de ses ennemis, subit la neutralité armée et le FMI ne veut pas trop dépenser pour résoudre le problème interne ukrainien. Le FMI comprend parfaitement que l'Ukraine est au bord de la faillite, que ça peut durer encore 1 an et demi avec l'aide de l'Occident, mais que une fois qu'à Kiev, ils ont ouvertement parlé des bienfaits du défaut de paiement, même dans les cercles politiques et d'experts pro-européens, ça veut dire que l'annonce, c'est plus qu'une question de temps, c'est plus une question de principe. C'est-à-dire, c'est pas est-ce que l'Ukraine va faire défaut, mais quand l'Ukraine va faire défaut. Ça, j'en avais parlé, hein, le fait qu'ils commencent à en parler ouvertement, qu'ils commencent à te parler du fait que l'Ukraine va exploser en pain vol, qu'ils vont se casser la gueule, qu'ils sont en faillite, que même des mecs comme Dmitry Gordon y arrivent, c'était un signe. Là, ce qui va se passer, en fait, c'est que différents groupes d'oligarques ukrainiens vont se battre pour tirer le maximum de profit de la faillite, et le FMI va se retrouver en concurrence avec tous. Et donc, résultat, Kolomoïski est maintenant l'ennemi du FMI, et Pinchuk et Akhmetov deviennent les amis du FMI. Voilà. Le fonds a l'intention de dépouiller complètement l'Ukraine. Hein. Comme le peuple n'a plus rien, il faut déshabiller les oligarques. Je rappelle que Kolomoïski, avec Privatbank, avait pris le contrôle du système financier ukrainien, et que là, en gros, avec la loi qu'ils sont en train de faire voter par la Rada, le but c'est de l'empêcher de récupérer ce contrôle. Là, clairement, est-ce que Akhmetov va réussir un peu à attirer les marrons du feu? Ça reste à voir. Donc, clairement, il faut dépouiller le peu qui reste, et le peu qui reste, bah, c'est la terre ukrainienne. C'est la terre ukrainienne. Et donc, là aussi, les intérêts du FMI rentrent en conflit violent avec ceux de l'oligarchie ukrainienne. Et donc, le FMI estime que... les seigneurs occidentaux, les multimilliardaires, tous les oligarques occidentaux, ils ont perdu un peu de leurs revenus, donc pourquoi ne pas les faire profiter de la manne de la terre ukrainienne? Les oligarques ukrainiens estiment que les principaux bénéficiaires de la vente de terre ukrainienne devraient être les nababs locaux, c'est-à-dire eux-mêmes, d'où la fameuse loi votée après de longues souffrances pour lever le moratoire sur la libre vente des terres agricoles, mais ça n'a pas satisfait la Banque mondiale. Parce que l'oligarchie ukrainienne a été très habile à défendre ses intérêts dans cette loi, et la Banque mondiale veut que la loi soit modifiée, comme j'en ai parlé. Voilà. Mais clairement, le FMI, lui aussi, veut ça. Parce que ce qu'elle veut, c'est que ce ne soit pas les oligarques ukrainiens qui tirent les marrons du feu dans cette histoire. C'est que ce soit les oligarques occidentaux. Voilà. D'où le fait qu'ils essayent de court-circuiter Kolomoïski via cette loi anti-Kolomoïski, hein, dont j'avais déjà parlé, pour empêcher le retour donc, des banques nationalisées à leurs anciens propriétaires. Elle essaie aussi d'obtenir de la Rada qu'elle verrouille le budget, et tout ça sous la promesse de ce prêt dont Kiev avait besoin hier, et aujourd'hui il sera, ou demain il sera déjà peut-être trop tard. Parce que le problème, c'est que là, la fameuse loi sur la vente des terres, elle va entrer en vigueur qu'en 2021. Or, l'Ukraine doit recevoir l'argent dès 2020,
Hein, voilà. Sauf que le FMI, ils ont l'habitude maintenant avec les Ukrainiens, ils connaissent la tactique. C'est-à-dire qu'une fois que Kiev aura reçu l'argent, ils vont trouver un moyen d'annuler ou de ne pas appliquer la loi qu'ils ont votée. Et donc, ce que le FMI envisage, c'est de remplacer le pouvoir oligarchique ukrainien par des bureaucrates issus des rangs des bénéficiaires de subventions qui sont entièrement contrôlés par Soros. Or, le premier obstacle sur ce chemin, c'est Kolomoïski. Voilà, résultat, une fois qu'ils auront fait tomber Kolomoïski, les autres oligarques suivront. Le but, c'est de mettre fin à l'ère de l'oligarchie ukrainienne, comme l'ère de l'Hetmanat ukrainien avant elle. Seulement à la place des régiments impériaux qui portaient l'ordre et la prospérité sur leurs baïonnettes, les suceurs de sang du FMI se préparent à entrer dans la ruine post-oligarchique ukrainienne, essayant de retarder leur propre effondrement au prix de la saisie totale des restes des ressources ukrainiennes, c'est-à-dire les terres et ce qui appartient aux oligarques. Sauf que ce que certains n'ont pas compris, c'est qu'après l'Ukraine, c'est les autres anciens pays du bloc de l'Est, hein, du bloc soviétique, qui vont finir de la même façon. Ils ont juste un peu plus de temps pour comprendre l'exemple ukrainien, prendre peur et écarter le FMI, Soros et les autres mondialistes du pouvoir dans leur pays. Mais comme l'a dit Rostislav-Vichenko, je crains qu'ils ne le fassent pas à temps. Donc Pologne, pays baltes, etc., vous allez finir de la même façon que l'Ukraine. Ce que vous voyez en Ukraine, c'est ce qui vous attend, hein. C'est ni plus ni moins. Et puis j'ai un pendant ce temps-là à Kiev, lié au coronavirus, puisque le patron de Tesla a annoncé sur Twitter qu'il était prêt à faire don de respirateurs, sauf qu'il ne s'attendait pas à ce que ça donne lieu à une véritable foire d'empoigne en Ukraine. Ça partait d'un bon sentiment, hein. Donc il a fait un petit tweet, Elon Musk, il a proposé le 31 mars des respirateurs en surplus, où il a proposé les appareils et la livraison gratuite à une seule condition, c'est que les respirateurs soient utilisés tout de suite pour des patients et ne soient pas stockés dans un entrepôt. Et donc à la lecture de ce tweet, on a Uliana Suprun, oui, l'américaine d'origine ukrainienne, l'ancienne ministre de la Santé ukrainienne de 2016 à 2019, la docteure de la mort, vous savez, celle dont je vous avais parlé, qui avait fait des réformes dans le système de santé ukrainien que, enfin, ils en sont arrivés à un niveau de soins de pays du fin fond du tiers-monde. Elle s'est réveillée. Elle est plus en charge, hein. Je veux dire, c'est plus elle qui est ministre de la Santé. Et non, elle a été répondre à Elon Musk. Je m'appelle Uliana Suprun, je suis l'ancienne ministre de la Santé d'Ukraine. L'Ukraine a un besoin urgent de respirateurs. Nous n'en avons que 3500 dans les urgences des hôpitaux pour 37 millions d'habitants. Aidez-nous, s'il vous plaît. Et bien, résultat des courses, ça a foutu la merde, parce que bon, elle est plus en charge, donc de quoi je me mêle, j'ai un peu envie de te dire. Et résultat, on a eu un autre monsieur, Vadim Aristov, un infectiologue qui a l'air d'être assez proche du gouvernement ukrainien, qui est intervenu. Il a dit « Nous n'avons effectivement que de quoi couvrir 7% de nos besoins en respirateurs, mais merci de discuter de votre don directement avec le président Zelensky, hein, car Madame Suprun est la personne responsable de ce désastre. » Vlan dans ta gueule, ça c'est fait. Et résultat, la twittosphère ukrainienne s'est emballée. Des milliers d'Ukrainiens ont exprimé leur colère sur le compte d'Aristov, hein, donc ils l'ont chargé. C'est un peu drôle parce que bon, effectivement, la Suprun est responsable de l'état désastreux du système de santé ukrainien. Donc il ferait mieux de fermer sa gueule et de se faire discrète celle-là. Résultat, les plus aimables lui ont souhaité d'attraper le coronavirus et de ne pas avoir droit au respirateur que Musk pourrait donner à l'Ukraine. Ce qui est une idiotie pure et simple. Mais enfin, le résultat, je sais pas si Elon Musk a compris quelque chose au milieu de ce bordel. Mais c'est édifiant. C'est édifiant. Voilà, c'est... Il n'y a plus rien qui est sous contrôle. Complètement. Donc voilà la situation. Même là, s'il y a eu une baisse des bombardements, peut-être que c'est lié au coronavirus dans l'armée ukrainienne, je ne sais pas. Mais bon, espérons qu'on va continuer sur une baisse, mais que par contre, ils vont arrêter les attaques terroristes à coups de drones, largueurs de grenades, ça serait gentil. Parce que bon, ça c'est vraiment une méthode absolument ignoble, c'est une méthode terroriste. On va voir comment va évoluer la situation. Là, pour l'instant, pour les festivités du mois de mai, il semble qu'on va se préparer à faire
la parade militaire du jour de la victoire sans spectateurs. Donc il y aura peut-être quelques journalistes, on pourra filmer et puis c'est tout. La question se pose encore pour le régiment immortel. Donc pour l'instant les autorités de la RPD ont dit on va voir en fonction de l'évolution de la situation épidémique d'ici là. Donc voilà la situation. J'espère que tous mes auditeurs vont bien, que vous vous protégez comme il faut contre le coronavirus, que vous respectez le confinement, que vous portez des masques quand vous sortez pour aller faire des courses. Vraiment protégez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le 186e rapport de situation sur le Donbass. En attendant, je vous souhaite un bon week-end.